Le fer a une odeur. C'est la première chose qu'elle remarque, avant même le froid, avant même la douleur qui lui scie les chevilles. C'est une odeur de sang séché et de rouille, un parfum minéral qui colle à la peau et que l'on finit par goûter au fond de sa gorge. Elle est assise sur le bord d'une couche de paille pourrie, dans l'obscurité d'une tour qui semble avoir été bâtie pour étouffer l'espoir. Si vous êtes prêt à descendre dans cette fosse avec elle, là où l'histoire se tait pour laisser place à la souffrance humaine, je vous invite à rejoindre notre cercle en vous abonnant maintenant et à me dire en commentaire si vous auriez, vous aussi, gardé la foi quand le ciel reste muet. Elle ne bouge pas. Le moindre mouvement fait tinter les chaînes. Une chaîne autour de la taille, lourde, épaisse, forgée pour tenir un ours, pas une jeune fille de 19 ans. Deux autres aux chevilles, reliées à une poutre de bois massif au pied du lit. La nuit, on y ajoute une autre chaîne qui la lie par le cou, l'obligeant à dormir dans une immobilité de cadavre. Elle est Jeanne, elle était la pucelle. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un corps que l'on garde en vie pour mieux le détruire. Pourquoi fait-il si froid à Rouen? C'est un froid humide, un froid de tombeau qui traverse les murs de pierre du château de Bouvreuil et s'insinue sous sa tunique rapiécée. Elle porte encore ses habits d'homme. Une tunique sombre, des chausses, des bottes de cuir usées. Ce ne sont plus des vêtements de guerre, ce sont des vêtements de survie. Tant qu'elle les porte, les nœuds sont difficiles à défaire, les lacets complexes à trancher. C'est sa dernière armure contre les mains baladeuses, contre le souffle chaud des gardes anglais qui empestent la bière et la haine. Ils sont trois dans la pièce. Toujours trois, John, William, et un autre dont elle ignore le nom mais dont elle connaît le rire gras. Ils jouent au dé sur un tonneau renversé. Le bruit des petits cubes d'os heurtant le bois résonne comme des coups de marteau dans le crâne de la prisonnière. Ils boivent, ils jurent, ils la regardent. Parfois, l'un d'eux se lève, s'approche des barreaux de la cage de fer où elle est parfois enfermée, et mime un geste obscène avec sa dague. Elle ne baisse pas les yeux. Elle a appris, sur les champs de bataille de la Loire, que baisser les yeux, c'est déjà mourir un peu. Mais ici, le courage ne sert à rien. Il n'y a pas d'épée à saisir, pas d'étendard à lever. Il n'y a que l'attente. Elle attend un signe. Pas de Dieu, non. Dieu semble s'être retiré derrière les nuages gris de Normandie. Elle attend un signe du sud. De lui, Charles, le roi, son roi, celui qu'elle a tiré de la léthargie, celui qu'elle a mené par la main jusqu'à la cathédrale de Reims pour que l'huile sainte coule sur son front. Où est-il? Que fait-il? Elle imagine qu'il rassemble une armée. Elle imagine la Hailleur, le brutal et fidèle la Hailleur, chevauchant vers le nord, l'épée au clair, jurant de brûler Rouen pour la reprendre. Elle imagine le bâtard d'Orléans préparant une rançon, des coffres remplis d'or qui feraient plier même l'avidité anglaise. C'est une image douce, une image chaude. Elle s'y accroche comme un naufragé à une planche pourrie. Elle ignore que la planche a coulé depuis longtemps. La porte de la cellule s'ouvre avec un grincement sinistre. Les gardes se taisent, ramassent leurs dés et se mettent au garde à vous, raides et malhabiles. Une silhouette entre. Ce n'est pas un soldat. La robe est longue, violette, bordée de fourrure. L'homme est trapu, le visage large, les yeux intelligents et froids. Pierre Cochon, évêque de Beauvais. L'homme de l'église, l'homme des Anglais. Il ne vient pas seul. Derrière lui, une ombre plus grande, plus métallique. Le comte de Warwick, Richard de Beauchamp. Le gouverneur de la place. Le maître des clés. Jeanne redresse le buste. Les chaînes cliquettent. C'est le seul salut qu'elle leur offrira. Cochon s'approche. Il ne touche pas les barreaux, comme s'il craignait d'être contaminé par une maladie invisible. Il l'observe comme on observe un insecte curieux qu'on s'apprête à épingler. « Comment te portes-tu, Jeanne » demande-t-il. La voix est onctueuse, paternelle. C'est la voix du berger qui parle à la brebis égarée avant de l'égorger. « Comme il plaît à Dieu, répond-elle. Et comme il plaît à vos fers. » Warwick grogne. Il n'aime pas l'esprit de cette fille. Il n'aime pas qu'elle réponde. Pour lui, elle est une sorcière, une putain des armées, une anomalie qui a humilié la double monarchie anglaise. Il veut la voir brisée, pleurante, suppliante. Mais elle reste sèche comme un bois mort. « Nous commençons demain, dit Cochon. Le procès. L'Église veut t'entendre, Jeanne. Elle veut comprendre tes erreurs. Elle veut sauver ton âme. Mon âme n'est pas en danger, monseigneur. C'est mon corps que vous tenez. » Cochon sourit, un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. L'un ne va pas sans l'autre. Tu es accusé d'hérésie, de sorcellerie, de port d'habit d'homme, de désobéissance à l'Église militante. La liste est longue. Les docteurs de l'Université de Paris ont travaillé dur. Il fait un pas de plus. L'odeur de l'encens se mêle à celle de la moisissure. As-tu reçu des nouvelles de tes voix? C'est la question piège. Toujours. Jeanne hésite. Un battement de cœur. Elle entend le vent souffler dehors. Elle entend le clapotis de la Seine, plus bas. Mais les voix? Saint-Michel? Sainte-Catherine? Ils sont devenus des murmures lointains, brouillés par la fatigue et la peur. Parfois, elle croit les entendre, mais ceux ou le délire de la faim. Elles me disent de ne pas craindre vos visages, dit-elle enfin. Warwick s'avance brusquement, sa main gantée de fer frappant le mur de pierre. Assez de ces sornettes, nous l'avons payé assez cher, évêque. 10 000 livres tournois, le prix d'un prince royal. Pour une vachère de Lorraine, faites votre travail. Faites-la parler ou faites-la taire, mais que cela finisse. 10 000 livres. Le chiffre flotte dans l'air vicié de la cellule.
Jeanne encaisse le coup sans ciller, mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Elle a été vendue. Jean de Luxembourg, celui qui l'avait capturée à Compiègne, l'a vendue comme on vend un cheval de prix. Et les Anglais ont payé. Ils ont vidé leur coffre pour l'avoir. Mais la vraie question, celle qui brûle plus que le fer, n'est pas qui a payé. C'est qui n'a pas payé. Qui n'a pas offert 11 000 livres? Qui n'a pas proposé d'échange de prisonniers? Talbot, le grand capitaine anglais, est prisonnier des Français. Pourquoi n'a-t-on pas proposé Talbot contre la pucelle? Le roi. Cochon perçoit le trouble dans son regard. Il est fin psychologue. Il sait que la torture physique n'est pas nécessaire quand on peut torturer l'esprit. Repose-toi, Jeanne, dit-il doucement. Tu auras besoin de force pour affronter la lumière. Ils sortent. La porte se referme. Le verrou glisse. Jeanne est seule avec les gardes qui reprennent leur dé. Astérisque 10 000 livres. Astérisque. Elle regarde ses mains enchaînées. Elle vaut une fortune. Elle est précieuse. Et pourtant, elle est la créature la plus seule du royaume. Elle ferme les yeux et essaie de retourner à Compiègne. C'était il y a 6 mois, en mai. Une éternité. Elle revoit le pont-levis. Elle revenait d'une sortie contre les Bourguignons. Elle galopait vers la ville. La porte était ouverte. Elle allait entrer. Elle était en sécurité. Et puis, le pont s'est relevé. Devant elle. Juste devant le museau de son cheval. Elle a vu le visage du gouverneur, Guillaume de Flavie, sur les remparts. Il a donné l'ordre. Il l'a enfermé dehors. Il l'a laissé à la meute qui arrivait sur ses talons. Un archer l'a agrippé par sa huque de velours rouge et l'a tiré à bas de sa monture. La boue. Le goût de la terre. Les cris de triomphe. Est-ce que Flavie a agi seul? Ou a-t-il reçu un ordre? Un ordre venu de plus haut, d'un conseil royal fatigué de cette fille qui parlait trop fort, qui voulait toujours attaquer, qui dérangeait les diplomates et les courtisans. Jeanne la pucelle est prise. Le cri a traversé l'Europe. À Paris, on a allumé des feux de joie. À Londres, on a chanté des Te Deum. Et à Chinon, dans la salle du trône? Silence. Jeanne rouvre les yeux. Une larme, une seule, trace un sillon propre sur sa joue sale. Elle l'essuie rageusement avec le dos de sa main enchaînée. Pas de larmes, pas ici. Le lendemain commence non par le soleil, mais par le bruit. Des pas, beaucoup de pas, on vient la chercher. 5 gardes cette fois. Ils la détachent de la poutre, mais gardent les fers aux pieds. Elle doit marcher à petits pas, entravée, un tintement ridicule accompagnant chacun de ses mouvements. Elle monte l'escalier en colimaçon. Ses jambes sont faibles, ses muscles atrophiés par des semaines d'immobilité. Elle trébuche. Un garde la redresse brutalement par le bras. Avance, la sorcière. Il traverse la cour du château. La lumière du jour est aveuglante. Grise, blanche, violente. Jeanne plisse les yeux. Elle respire l'air libre, avide, comme une noyée. Mais l'air a un goût de fumée. Ils la conduisent à la chapelle royale. C'est là que se tient la première séance. Cochon a voulu faire les choses en grand. Quand elle entre, le mur noir des robes la frappe. Ils sont là, des dizaines, 40, 50, peut-être 60 hommes. Des chanoines, des docteurs en théologie, des abbés, des juristes. L'élite intellectuelle de la Normandie et de Paris. Ils sont assis en demi-cercle sur des bancs de bois, comme un tribunal divin. Au centre, Cochon, sur un siège surélevé, drapé dans sa dignité épiscopale. Il y a des plumes qui grattent. 3 greffiers, la tête penchée sur leur parchemin, prêts à noter chaque soupir, chaque hésitation. L'un d'eux, Guillaume Manchon, la regarde un instant avec quelque chose qui ressemble à de la pitié, ou peut-être de la curiosité. On la fait asseoir sur un petit tabouret, seule, face à cette marée d'hommes instruits. Elle est petite, elle paraît encore plus petite dans ses vêtements d'homme trop larges. Elle serre ses mains sur ses genoux. Elle sent la peur lui tordre le ventre, une peur liquide, animale. Mais elle redresse la tête. Elle cherche un visage ami. Il n'y en a aucun. Jeanne, commence Cochon, nous te demandons de jurer de dire la vérité, toute la vérité, sur ce qui te sera demandé. Il lui tend un livre. Les évangiles. Elle regarde le livre. Elle regarde l'évêque. Je ne sais pas ce que vous allez me demander, dit-elle. Peut-être me demanderez-vous des choses que je ne vous dirai pas. Un murmure parcourt l'assemblée. L'insolence. Déjà, tu dois jurer, insiste Cochon, sa voix durcissant. C'est la loi de l'Église. Je vous dirai volontiers ce que j'ai fait, répond-elle, sa voix claire, étonnamment forte pour un corps si frêle. Mais mes révélations, je ne les ai dites à personne, sauf à mon roi. Et je ne vous les dirai pas, même si vous deviez me couper la tête. Le défi est lancé. Elle vient de tracer une ligne au sol. D'un côté, ses actes de guerre, qu'elle assume. De l'autre, son jardin secret, son lien avec le ciel, qu'elle protégera jusqu'à la mort. Les questions pleuvent. Elles ne sont pas posées pour comprendre, mais pour piéger. On l'interroge sur son enfance, sur l'arbre aux fées de son village, sur ses jeux, sur ses prières. Il cherche la superstition, il cherche la faille païenne. Un théologien au visage maigre, Jean Beaupère, se penche vers elle. Il a l'air d'un vautour qui a repéré une charogne. « Jeanne, dit-il doucement, sais-tu si tu es en la grâce de Dieu ?» Le silence tombe dans la chapelle. Un silence absolu, lourd, terrifiant. Les greffiers arrêtent d'écrire. C'est la question mortelle, c'est le dilemme impossible. Si elle répond oui, elle est arrogante,
car nul ne peut savoir s'il est en état de grâce, c'est une hérésie. Si elle répond non, elle avoue être pécheresse et damnée, et ses voix viennent donc du diable. Cochon sourit intérieurement. Le piège est parfait, il n'y a pas d'issue. Jeanne regarde Beaupère. Elle voit la malice dans ses yeux. Elle ne connaît pas la théologie. Elle ne sait pas lire. Elle ne connaît pas les subtilités du dogme. Elle n'a que son bon sens et cette lumière intérieure qu'ils essaient d'éteindre. Elle inspire. Si je n'y suis, dit-elle, que Dieu m'y mette. Et si j'y suis, que Dieu m'y garde. La réponse claque comme un fouet. Un souffle de stupeur traverse les rangs des juges. Certains, malgré eux, sont impressionnés. C'est une réponse parfaite, une réponse d'une humilité biblique qui déjoue l'orgueil intellectuel des docteurs. Cochon serre les accoudoirs de son siège. Il voit les greffiers noter la phrase frénétiquement. Il a perdu cette manche. Cette paysanne illettrée a l'instinct d'un grand capitaine. Elle esquive, elle part, elle riposte. La séance est levée pour aujourd'hui, aboie-t-il. On la ramène. Le retour à la cellule est plus dur que l'aller. L'adrénaline retombe, laissant place à l'épuisement. Elle a faim, on lui jette un morceau de pain noir et une cruche d'eau croupie. La nuit tombe sur Rouen. Dans l'obscurité, la solitude change de visage. Elle n'est plus seulement absence, elle devient présence. Jeanne pense à ses parents. Jacques et Isabelle, savent-ils qu'elle est ici? Prient-ils pour elle? Ou ont-ils honte de cette fille qui s'habille en homme et qui défie les évêques, et ses compagnons d'armes? Le duc d'Alençon, son gentil duc. Il l'aimait bien, il la croyait. Pourquoi ne vient-il pas? Soudain, un bruit léger, différent des ronflements des gardes. Quelqu'un s'approche de sa cellule, un homme. Il porte une robe de clerc, mais simple. Il a un visage rond, avenant. Il parle français avec un accent rassurant, un accent du terroir. « Jeanne » chuchote-t-il, « ne crains rien, je suis Nicolas, Nicolas Loiseleur, je suis un prêtre, je viens de la part de ton pays, je suis un ami, un ami. » Le mot est si doux qu'il en est douloureux. « Un ami » répète-t-elle, s'approchant des barreaux autant que sa chaîne le permet. « Chut, les Anglais ne doivent pas savoir. Je suis Lorrain, comme toi. Je veux t'aider, tu dois te méfier de l'évêque. Il veut ta mort, je le sais, dit-elle. Mais tu peux te sauver. Il faut que tu fasses attention à tes réponses. Confie-toi à moi, dis-moi ce que tu caches. Tes voix, que te disent-elles vraiment sur le roi? » Jeanne le regarde. Elle a tellement envie de parler, de déverser ce flot de paroles retenues, de dire que ses voix lui ont promis la délivrance, de dire qu'elle doute parfois. « Elles me disent que je serai délivrée par une grande victoire, murmure-t-elle. »« Ah, une victoire? Et quand? Bientôt, je dois tenir bon. » Loiseleur hoche la tête, compatissant. « Tu as raison, ma fille. Tiens bon, dis-moi encore, le roi t'a-t-il donné un signe secret? Pour prouver qu'il était le vrai roi? » Jeanne hésite. C'est le secret de Chinon, la chose qu'elle ne doit dire à personne. Mais cet homme est prêtre. Il est de son pays. Il risque sa vie pour lui parler. Il y a eu un signe, avoue-t-elle. Une couronne. Elle commence à parler. Elle baisse la garde. Elle offre des fragments de vérité à cet homme qui l'écoute avec une avidité bienveillante. Ce qu'elle ne voit pas, ce qu'elle ne peut pas voir, c'est que le mur derrière Loiseleur n'est pas plein. Il y a une fissure, dissimulée dans l'ombre. Une ouverture acoustique, spécialement aménagée. Et derrière cette fissure, dans la pièce adjacente, deux hommes sont assis. Pierre Cochon et le comte de Warwick. Ils écoutent. Un greffier est là aussi, notant tout ce que Jeanne confie à son ami. Loiseleur n'est pas un ami. C'est un espion, un Judas payé pour violer le secret de la confession, pour extraire par la douceur ce que la terreur n'a pas pu obtenir. Jeanne parle, et chaque mot est un clou de plus dans son cercueil. Elle parle de ses anges, de la lumière, des promesses. Elle livre son cœur à l'ennemi, pensant le donner à Dieu. Quand Loiseleur s'en va, la bénissant d'un signe de croix sacrilège, Jeanne se sent plus légère. Elle a partagé son fardeau. Elle a retrouvé un peu d'espoir. Il y a des gens bien, ici. Tout n'est pas perdu. Elle s'allonge sur la paille. Elle s'endort presque apaisée, serrant contre elle l'illusion d'une alliance. Pendant ce temps, dans la chambre du gouverneur, Warwick relit les notes du greffier. Elle est folle, dit-il en buvant une coupe de vin épicé. Elle parle d'anges qui lui apportent des couronnes physiques. Elle est visionnaire, corrige Cochon, les yeux brillants. Et c'est pire, mais nous avons ce qu'il faut. Elle prétend recevoir ses ordres directement de Dieu, sans passer par l'Église. C'est le schisme, c'est l'orgueil luciférien. Nous la tenons. Il faut aller vite, grogne Warwick. Le petit roi Henri VI va bientôt arriver à Rouen. Je veux que cette sorcière soit en cendres avant qu'il ne mette le pied ici. Je ne veux pas qu'elle contamine l'air que respire mon souverain. Patience, my lord. Un procès hâtif ressemblerait à un assassinat. Un procès long et méticuleux sera une exécution divine. Il faut que le peuple de France voie que leur Charles a été sacré par une hérétique. Il faut tuer la légende, pas seulement la femme. Les jours suivants sont un flou de questions et de pièges. On la déplace de la chapelle à une salle plus petite, près de sa cellule. Moins de juges, plus de pression. Ils reviennent sans cesse sur les mêmes points. L'habit d'homme, pourquoi le porte-t-elle? Pour protéger ma chasteté, répète-t-elle inlassablement. Si tu te soumettais à l'église, tu pourrais porter des habits de femme et être gardée par des nonnes, suggère Cochon. Donnez-moi les nonnes, et je porterai la robe, répond-elle. Mais il n'y a pas de nonnes.
Il n'y a que John, William et les autres. Un matin, elle ne peut pas se lever. Son ventre est un nœud de feu. Elle a des vertiges, elle tremble de fièvre. Les garderies. Elle a mangé la lauze, crie l'un d'eux, une belle carpe que l'évêque lui a envoyée. Jeanne vomit de la bile sur la paille. Elle est empoisonnée, pas pour mourir, mais pour être affaiblie. Warwick est furieux, non pas de sa maladie, mais de la possibilité qu'elle lui échappe par une mort naturelle. Faites venir les médecins, hurle-t-il dans le couloir. Tiphaine, de la chambre. Si elle meurt, je vous pends tout. Les médecins arrivent. Il l'examine sans pudeur, tâtant son pouls, regardant ses yeux vitreux. Elle a une fièvre de sang, dit l'un d'eux. Il faut la saigner. Non, proteste Jeanne faiblement. Je suis déjà faible. Il ne l'écoute pas. Ils sortent les lancettes. On lui tient le bras. La lame entaille la veine. Le sang coule, rouge sombre, dans un bol d'étain. Elle regarde sa vie s'écouler. Elle se sent partir. C'est peut-être mieux ainsi. Mourir ici, dans le silence, sans le feu. S'endormir et se réveiller dans les bras de Sainte Catherine. Mais Warwick veille. Il fait arrêter la saignée. Il la fait gaver de bouillon et de fortifiant. Il la garde en vie avec la férocité d'un avare gardant son or. Elle ne doit pas mourir dans son lit. Elle doit mourir sur un échafaud, visible de tous. Elle survit. Malheureusement, elle reprend des forces, mais quelque chose a changé. Elle est plus maigre, ses yeux sont immenses dans son visage creusé. Elle commence à douter. Ses voix se font rares. Pourquoi ne l'ont-elles pas prévenue du poison? Pourquoi ne l'ont-elles pas prévenue de l'oiseleur? Un après-midi de mars, alors que la pluie bat les murs, la porte s'ouvre. Ce n'est pas Cochon, ce n'est pas Warwick. C'est un homme vêtu de noir, un bourreau. Il tient à la main non pas une hache, mais des parchemins. Il est accompagné de 2 assistants qui portent des instruments étranges. Des chevalets, des étaux, des fers rouges éteints. Ils ne disent rien. Ils déposent les instruments dans le coin de la cellule. L'un d'eux installe un mécanisme à vis. Jeanne se recule jusqu'au mur, tirant sur ses chaînes jusqu'à ce que la peau de ses poignets saigne. Cochon entre derrière eux. Il regarde les instruments avec un dégoût fin. « Jeanne, dit-il, l'Église est mère, mais elle est aussi justice. Tu t'obstines dans tes erreurs. Tu refuses de reconnaître l'autorité du Saint-Père et du Concile. Tu t'accroches à tes visions démoniaques. Il désigne les machines de torture. Ces hommes sont ici pour t'aider à trouver la vérité. La douleur a parfois la vertu d'éclaircir l'esprit. » Jeanne regarde l'étau. Elle imagine ses doigts, ses jambes broyées. Elle a connu la blessure de guerre, la flèche dans l'épaule à Orléans, le carreau d'arbalète à Paris. Mais la torture, c'est une douleur sans gloire, une douleur sale. Si vous me faites dire quelque chose par la force, dit-elle d'une voix tremblante mais audible, je dirai ensuite que vous me l'avez fait dire par la force. Cochon la fixe. Il évalue sa résistance. Il voit la terreur dans ses yeux, mais il voit aussi ce noyau dur, indestructible, cette foi paysanne qui ressemble à du granit. Il fait un signe de la main. Pas aujourd'hui, dit-il au bourreau. Emmenez ça, montrez-lui seulement, que l'imagination fasse son œuvre. Ils repartent. Mais il laisse la porte de la peur ouverte. Jeanne reste seule. Elle tombe à genoux, elle prie, elle appelle le roi. Gentil roi, où êtes-vous? Et pour la première fois, la réponse lui apparaît avec une clarté aveuglante. Un garde, un nouveau, peut-être un peu plus bavard que les autres, s'approche de la grille. Il la regarde prier. Tu perds ton temps, la pucelle, grogne-t-il en mâchant un morceau de lard. Dieu écoute toujours, répond-elle sans se retourner. Je ne parle pas de Dieu, je parle de ton Charles. Elle se fige. Quoi? L'homme rit, un rire méchant, informatif. On dit qu'il négocie une trêve avec le duc de Bourgogne. Il a dissous ton armée, Jeanne. Il n'y a pas de rançon. Il n'y a pas d'offre. Il n'a même pas envoyé une lettre pour demander si tu étais vivante. Il crache un morceau de gras par terre. Pour lui, tu es déjà morte. Ça l'arrange. Une sainte morte est plus utile qu'une capitaine vivante qui coûte cher. Jeanne sent le froid envahir ses os, plus violent que jamais. Ce n'est pas le froid de Rouen. C'est le froid de l'abandon absolu. Le roi sait. Et le roi se tait. Elle n'est pas vendue par les siens. Elle est effacée par les siens. Soudain, le bruit des cloches de la cathédrale sonne les vêpres. Un son lourd, grave, qui fait vibrer les pierres de la tour. La porte s'ouvre à nouveau. Brutalement, Warwick est là. Il n'est pas seul, il est accompagné de 4 soldats armés de piques. Il a l'air pressé, nerveux. Lève-toi, ordonne-t-il. Où m'emmenez-vous? Au cimetière de Saint-Ouen. Pourquoi? C'est la nuit. On a dressé une estrade, dit Warwick avec un sourire féroce. Le peuple attend, le bourreau attend. Tu vas abjurer tes erreurs, Jeanne. Tu vas signer ce papier, ou tu vas brûler ce soir même. Il jette un regard vers le tas de vêtements de femme qu'un valet porte derrière lui. Et tu vas mettre ça. C'est fini, la comédie du soldat. Jeanne regarde les piques. Elle regarde la robe. Elle regarde le trou noir de l'escalier qui mène vers la nuit. Elle comprend que le temps de la dialectique est terminé. Cochon a fini de jouer. Warwick a perdu patience. Ils ne veulent plus la vérité. Ils veulent sa soumission. Et s'ils ne l'ont pas, ils prendront sa vie. Elle se lève. Les chaînes tombent de ses chevilles pour la première fois en 4 mois, mais seulement pour lui permettre de marcher vers son calvaire. Elle avance vers la porte. Son cœur bat si fort qu'elle a peur qu'il n'éclate avant même d'atteindre le bûcher.
elle franchit le seuil de la cellule, laissant derrière elle l'obscurité familière pour plonger dans une nuit pleine de torches et de promesses de cendres. Et alors qu'elle descend la première marche, une pensée la traverse, plus terrifiante que le feu, l'air du dehors est une gifle. Après des mois de pierre humide et de paille moisie, la nuit de Rouen a une densité physique. Elle s'engouffre dans les poumons de Jeanne, chargée d'odeurs de fumée, de crasse urbaine et de printemps pourri. Elle marche, elle ne sent pas ses jambes. Elles avancent par habitude, mécaniquement, tirant sur les muscles atrophiés. Autour d'elle, la haie de piques anglaises forme un couloir de fer, une gorge étroite qui la guide vers le ventre de la ville. La rumeur monte. Ce n'est pas le bruit d'une foule en joie, ni celui d'une foule en colère. C'est le bruit d'une foule qui attend du sang. Ils sont là, massés derrière les soldats, des milliers de visages blafards éclairés par les torches vacillantes. Ils se poussent, ils grimpent sur les bornes, ils se penchent aux fenêtres à colombage. Ils veulent voir la sorcière. Ils veulent voir celle qui a fait trembler les godons. Jeanne ne les regarde pas. Elle fixe le dos du garde devant elle, le cuir graissé de son pourpoint. Si elle lève les yeux, elle verra la haine, et elle n'a plus la force de la porter. Ils arrivent au cimetière de Saint-Ouen. Le décor est planté. C'est un théâtre d'ombre et de lumière violente. 2 estrades dominent l'espace, monstrueuses charpentes de bois dressées au milieu des croix et des tombes. Sur l'une, les juges, les prélats, les docteurs, une masse sombre et statique, drapée de pourpre et d'hermine. Sur l'autre, rien, juste un poteau, et au pied de l'estrade, un chariot. Jeanne s'arrête. Son regard est happé par le chariot. Il y a un homme debout à côté. Il porte une cagoule de cuir, ses bras sont nus, croisés sur sa poitrine. Le bourreau, et derrière lui, dans la charrette, des fagots, du bois sec, des bûches. La peur, qui était liquide dans son ventre, devient solide. Elle se fige dans sa gorge. Ce n'est pas une menace abstraite. C'est là, le feu est là. Elle imagine la chaleur, la peau qui cloque, l'air qui manque, la douleur absolue qui ne s'arrête que lorsque tout est fini. Elle recule d'un pas, heurtant le plastron d'un garde qui la repousse brutalement vers l'avant. On la fait monter sur l'estrade vide. Elle est seule, exposée au vent et au regard. Elle tremble, et cette fois, elle ne cherche pas à le cacher. Sa tunique d'homme flotte sur son corps maigre. Elle a l'air d'un enfant perdu dans un costume trop grand. Un prêtre se lève sur l'autre estrade. Guillaume Erard, c'est un prédicateur renommé, une voix qui sait fouetter les âmes. Il commence à parler. Sa voix porte loin, rebondissant sur les murs de l'abbatiale. Il ne parle pas de Dieu. Il parle d'elle. Il l'appelle putain, idolâtre, invocatrice de démons. Il pointe un doigt accusateur vers elle, un doigt qui ressemble à une lame. Jeanne écoute, la tête basse. Les mots la frappent comme des pierres. Mais soudain, le ton change. Erard ne parle plus d'elle. Il parle de lui. Et ce Charles, dit le prêtre en crachant presque le nom, ce soi-disant roi, hérétique comme elle, schismatique comme elle. Jeanne relève la tête. Le mouvement est vif, animal. On peut insulter son corps, on peut nier ses voix, mais on ne touche pas à son roi. C'est le dernier fil qui la relie à sa mission, la dernière vérité qu'elle possède. Par ma foi, crie-t-elle, sa voix brisée coupant net la harangue du prêtre. Sire, révérence gardée, je vous le jure et vous le dis sur ma vie, c'est le plus noble chrétien de tous les chrétiens, et il n'est point ce que vous dites. Le silence tombe sur le cimetière. Un silence stupéfait. Elle ose encore. Au bord de la fosse, avec le bourreau à 3 mètres, elle défend celui qui l'a laissé pourrir ici. Erard devient écarlate. Faites la terre, hurle-t-il au massier. Cochon se lève. Il est calme. Il sait que le moment est venu. Il tient un parchemin à la main. Il descend de son estrade et s'approche de celle de Jeanne. Il ne monte pas. Il reste en bas, levant le visage vers elle. Jeanne, dit-il, l'église est patiente, mais sa patience a des bornes. Regarde. Il désigne le bourreau qui vient d'allumer une torche. La flamme danse, jaune et vorace, dans la nuit. Tu as le choix, continue Cochon. Signe cette abjuration. Reconnais que tes voix sont mensonges. Reconnais que tes habits d'homme sont abominations. Soumets-toi à notre Sainte Mère l'Église. Et tu vivras. Il marque une pause. Sinon, l'Église t'abandonne aux bras séculiers. Et le feu te prendra ce soir. Ici, maintenant. Jeanne regarde la torche. Elle regarde la foule qui retient son souffle. Des soldats anglais commencent à crier, frappant leurs épées contre leurs boucliers. Ils veulent le spectacle. Ils veulent l'odeur de la chair brûlée. Brûlez-la, crie une voix. Ne l'écoutez pas. Cochon ignore la soldatesque. Il fixe Jeanne. Signe, Jeanne, tu sauveras ton âme et ton corps. Tu quitteras les mains des Anglais. Tu iras dans les prisons de l'église, gardées par des femmes. Astérisque gardées par des femmes. Astérisque. La promesse brille plus fort que la torche. Plus de fer aux jambes la nuit? Plus de souffle fétide des gardes? Plus de mains qui tirent sur ses vêtements quand elle dort? Des femmes, des nonnes, la paix. Jeanne regarde le papier. Elle ne sait pas lire ce qui est écrit. C'est un long texte, dense, latin. Elle ne sait pas qu'elle s'apprête à signer l'aveu qu'elle est une menteuse, une folle, une envoyée du diable. Elle ne voit que la sortie. La peur du feu est trop forte. Elle est humaine. La pucelle s'efface devant la jeune fille de 19 ans qui ne veut pas mourir. Je veux, balbutie-t-elle, je veux me soumettre. Un rugissement de déception monte des rangs anglais. Des pierres volent.
L'une d'elles frappe le bois de l'estrade, juste à côté de Cochon. Le chaos menace. Warwick hurle le désordre pour contenir ses hommes. On tend une plume à Jeanne. Sa main tremble tellement qu'elle tache ses doigts d'encre. On guide son poignet. Elle trace un rond, une croix, un gribouillage informe au bas du parchemin. C'est fait. Elle a renié, elle a tout lâché. Cochon saisit le papier avec la rapidité d'un serpent qui mord. Il sourit, c'est un sourire de triomphe absolu. Il se tourne vers la foule. Elle a abjuré. Le bourreau éteint sa torche en l'écrasant dans la terre humide. La fumée noire monte vers le ciel, emportant avec elle la légende de Jeanne la guerrière. Jeanne descend de l'estrade. Ses jambes se dérobent, on la soutient. Elle pleure maintenant. Des larmes de honte, des larmes de soulagement. « Où m'emmenez-vous » demande-t-elle à Cochon qui range le parchemin dans sa manche. « Chez vous ? À l'église » Cochon la regarde. Il n'y a plus de douceur paternelle. Il n'y a que la froideur administrative du juge qui a obtenu ce qu'il voulait. « Menez-la, dit-il aux gardes anglais, là où vous l'avez prise. » Jeanne se fige. Le monde s'arrête. Mais, vous aviez promis. L'église, les femmes. Tu as abjuré tes erreurs, Jeanne. Par grâce spéciale, nous commuons ta peine de mort en prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau d'angoisse. Tu resteras sous la garde de ceux qui te détenaient. C'est le coup de grâce. Pire que le bûcher, l'espoir qu'on lui a tendu n'était qu'un leurre pour lui faire poser le genou à terre. Elle a vendu son âme pour une sécurité qui n'existe pas. Les soldats anglais la saisissent. Ils sont furieux d'avoir perdu leur exécution, et ils vont le lui faire payer. Ils la traînent, ils ne la font pas marcher, ils la tirent comme un sac. La foule hue, on lui crache dessus. Elle n'est plus une sorcière effrayante. Elle est une lâche qui a eu peur du feu. Le retour au château de Bouvreuil est une descente aux enfers. On la jette dans sa cellule. La même, la paille est la même. L'odeur est la même, mais quelque chose a changé. Un valet entre. Il porte un paquet. Tiens, la soumise. Mais ça. Il jette le paquet au sol. C'est une robe de femme, grossière, grise. Jeanne la regarde. C'est la condition de sa survie. Elle a juré de ne plus porter d'habit d'homme. Elle doit obéir. Elle se déshabille. Lentement, sous les yeux des 3 gardes qui ne jouent plus au dé. Ils sont debout, collés au barreau. Ils regardent. Ils voient la peau blanche, les cicatrices, le corps qu'elle a caché pendant 2 ans sous le drap et le fer. Elle enfile la robe. Elle se sent nue. La robe n'a pas de lacets serrés, pas d'attache complexe. C'est un tissu lâche. N'importe quelle main peut se glisser dessous. N'importe quand, on lui rase la tête. C'est la dernière humiliation. On lui enlève sa couronne de cheveux coupés au bol, cette coiffure de page qui faisait sa fierté. Elle passe sa main sur son crâne nu, hérissé. Elle ressemble à un oisillon tombé du nid. Les jours suivants sont un cauchemar flou. Elle porte la robe, elle obéit, mais les gardes sont devenus des bêtes. Ils savent qu'elle n'est plus protégée par Dieu, ni par le roi, ni par ses vêtements. Ils entrent dans la cellule la nuit. Ils ne la violent pas encore, mais ils la touchent. Ils tirent sur sa jupe. Ils rient quand elle crie. Ils lui disent ce qu'ils feront bientôt. Tu es à nous maintenant, Jeanne. Plus de sorcellerie pour t'aider. Elle ne dort plus, elle reste assise dans un coin, les genoux serrés contre sa poitrine, tenant l'ourlet de sa robe à 2 mains, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Elle appelle ses voix, mais les voix sont silencieuses. Ou pire, elles sont là, et elles lui reprochent sa trahison. Pourquoi as-tu signé ? Pourquoi as-tu eu peur ? Le dimanche matin arrive, c'est le jour de la Trinité. Jeanne se réveille d'un sommeil agité. La lumière grise filtre par la lucarne. Elle a froid, elle veut se lever pour satisfaire un besoin naturel. Elle cherche sa robe. Elle regarde sur le tabouret où elle l'avait posée la veille. La robe n'est plus là. Elle regarde par terre. Rien. Elle lève les yeux vers les gardes. Ils sont assis, hilars, observant la scène avec une anticipation gourmande. « Ma robe » demande-t-elle. « Rendez-moi ma robe, messieurs, je vous en prie. »« On ne l'a pas, dit John en haussant les épaules. Je dois me lever, s'il vous plaît. Lève-toi donc, on ne t'en empêche pas. Elle ne peut pas se lever nue. Pas devant eux. » Son regard tombe sur un sac de toile jeté dans le coin opposé de la cellule. Le sac est ouvert. À l'intérieur, ses vêtements d'homme. La tunique, les chausses, les bottes. Ceux qu'elle a juré de ne plus jamais porter sous peine de mort. Ils ont tout prévu. Ils ont volé la robe pendant son sommeil. Ils ne lui laissent que le choix du péché. « Messieurs, supplie-t-elle, vous savez que je ne peux pas mettre cela. C'est interdit, c'est la mort pour moi. C'est ça ou rien, la pucelle. Elle attend. 1 heure, 2 heures. Son corps la torture. La vessie brûle. Le froid la fait trembler de tout son être. Les gardes ne bougent pas. Ils boivent, ils attendent. Elle ne peut plus tenir. C'est une nécessité physique, impérieuse, humiliante. Les larmes coulent sur son visage. Elle rampe vers le sac. Chaque geste est une condamnation. Elle le sait. Elle sait qu'en touchant ce tissu, elle signe son arrêt de mort, le vrai, celui auquel on n'échappe pas. Elle saisit la tunique. Elle l'enfile. Elle met les chausses. Elle lace les bottes. Elle se sent soudain mieux. Le vêtement d'homme est une seconde peau. Il la protège. Il lui rend sa dignité, même s'il lui prend sa vie. Elle se lève. Elle est de nouveau Jeanne. À l'instant précis où elle finit de nouer le dernier lacet, la porte de la cellule s'ouvre à la volée. Ce n'est pas un hasard. Ils étaient derrière la porte.
Cochon entre, suivi de Warwick et de 4 notaires. L'évêque ne cache même pas sa satisfaction. Il regarde les jambes de Jeanne, moulées dans le tissu masculin. « Nous t'avons trouvé, dit-il doucement. Tu es retombé dans tes erreurs. Tu es relapse, le mot claque. Astérisque relapse astérisque, celui qui a abjuré et qui recommence. Pour l'Inquisition, il n'y a pas de pardon pour le relapse. C'est le bûcher. » Immédiatement, Jeanne le regarde. Elle ne baisse pas les yeux. Elle a compris. Le vol de la robe, l'attente, l'irruption. Tout était écrit. « J'ai repris cet habit parce qu'il le fallait, dit-elle fermement. Parce que je suis au milieu d'hommes et que vous ne m'avez pas tenu en prison d'église comme promis. J'ai préféré mourir que d'être dans les fers. » Cochon se tourne vers les notaires. « Écrivez. » Elle avoue. Elle reprend ses habits par volonté propre. Il s'approche d'elle, tout près. « Et tes voix, Jeanne? Les as-tu entendues de nouveau? C'est la dernière chance de mentir. » Si elle dit non, elle peut peut-être encore discuter. Mais Jeanne est fatiguée de mentir. Elle a menti au cimetière, et cela lui a laissé un goût de cendre dans la bouche. Elle ne veut plus avoir peur. « Oui, dit-elle, elles m'ont dit que j'avais fait une grande pitié de trahir pour sauver ma vie. Elles m'ont dit que je m'étais damné pour sauver ma peau. » Cochon se redresse. Il a ce qu'il voulait. La boucle est bouclée. « Nous venons de l'entendre, dit-il à Warwick. C'est fini. » Il sort de la cellule. Warwick le suit, un sourire carnassier aux lèvres. En passant le seuil, Cochon croise un autre Anglais dans le couloir. Il lui lance une phrase en riant, une phrase terrible qui résonne jusqu'aux oreilles de Jeanne restée seule debout au milieu de sa prison. Astérisque farewell, farewell. Faites bonne chère, elle est prise. La porte claque. Le verrou tourne. Jeanne regarde ses vêtements d'homme. Elle est condamnée, elle va mourir, mais pour la première fois depuis des mois, elle ne tremble plus. Le piège s'est refermé, mais en se refermant, il a brisé l'ambiguïté. Il ne reste que la vérité nue, brutale et incandescente. Demain, le feu. Mais aujourd'hui, elle est redevenue elle-même. Le silence est retombé, mais il a changé de texture. Ce n'est plus le silence de l'attente, c'est celui de l'antichambre. Les gardes ne jouent plus, ils ne la touchent plus. Ils se tiennent à l'écart, le dos collé au mur suintant, comme si la condamnée dégageait une aura contagieuse, une pestilence sacrée qui pourrait les brûler s'ils s'approchaient trop. Jeanne est assise sur sa paille, les genoux remontés contre sa poitrine, enveloppée dans cette tunique d'homme qui est désormais son linceul. Elle ne tremble plus, le froid est toujours là, mordant, humide, mais elle ne le sent plus. Son corps est devenu une chose lointaine, un objet encombrant dont elle sait qu'elle devra bientôt se séparer. Elle écoute. Au-delà des murs épais de la tour, la ville de Rouen respire différemment. Il y a une agitation sourde, un bourdonnement de ruches que les pierres ne parviennent pas à filtrer totalement. Des charrettes passent dans les rues pavées, lourdement chargées. Le bruit des roues cerclées de fer sur les cailloux fait vibrer le sol de la cellule. Ce ne sont pas des charrettes de marché. Le son est trop lourd, trop lent. C'est le bruit du bois qu'on transporte. Des troncs, des planches, des fagots. Elle ferme les yeux et s'imagine que c'est le convoi de l'armée royale. Elle visualise les machines de siège, les catapultes, les tours de bois que le bâtard d'Orléans fait rouler vers les remparts pour la libérer. Elle se force à voir l'étendard blanc fleur-de-lysée claquer au vent de Normandie. Ils arrivent, murmure-t-elle pour elle-même. La grande victoire. Mes voix l'ont dit, mais ces voix se taisent. Ou plutôt, elle répète la même phrase, en boucle, une phrase qu'elle tourne et retourne dans son esprit comme un galet usé. Astérisque prend tout en gré. Ne te chaille pas de ton martyr. Tu viendras enfin au royaume de paradis. Astérisque. Elle s'accroche au mot paradis, mais le mot martyr reste coincé dans sa gorge comme une arête. Elle ne veut pas être martyr. Elle veut être soldat. Elle veut rentrer chez elle, sentir l'odeur de l'herbe coupée à Don Rémy, entendre le clocher de son village, pas le glas funèbre qui commence à teinter au loin. La porte s'ouvre. Ce n'est pas Cochon. C'est un frère prêcheur, Martin l'advenu. Il a le visage ravagé par une tristesse qu'il ne cherche même pas à dissimuler. Il entre doucement, sans garde. Il porte une étole. Il s'assoit sur le tabouret, à distance respectueuse. Il la regarde avec une intensité douloureuse. Il sait, tout Rouen sait, la sentence a été rendue ce matin, en son absence, dans la chapelle de l'archevêché. Elle est excommuniée, elle est rejetée du sein de l'église. Elle est livrée. Jeanne, dit-il d'une voix qui tremble à peine. Il faut te préparer. Elle lève les yeux vers lui. Il y a dans son regard une lueur d'incompréhension têtue, celle de l'enfant qui refuse de croire que la punition sera définitive. Me préparer à quoi, frère? À la prison? L'advenu baisse la tête. Il joint les mains. À tout, Jeanne, à la fin de ton pèlerinage. Le mot « mort » n'est pas prononcé, mais il remplit la pièce. Il prend toute la place, chassant l'air. Jeanne se raidit. Son cœur, qui s'était apaisé dans le déni, se remet à battre follement, un tambour de panique contre ses côtes. « Je ne veux pas mourir », souffletait-elle. « Pas par le feu, tout sauf le feu. » Elle se lève, les chaînes cliquetant furieusement. Elle fait 3 pas, limitée par le fer, tournant comme une bête prise au piège. « J'ai 19 ans, j'ai servi Dieu. Pourquoi m'abandonne-t-il? Pourquoi le roi ne vient-il pas ?» L'advenu ne répond pas. Il ne peut pas lui dire que le roi négocie ailleurs.
Il ne peut pas lui dire que Dieu a des plans qui ne s'embarrassent pas de la justice humaine. Il se contente de tendre la main, une offre de confession, une dernière planche de salut pour l'âme avant que le corps ne soit consumé. Confesse-toi, Jeanne, vide ton cœur, ne pars pas avec le poids de la colère. Elle s'arrête. Elle regarde le prêtre, la colère est tout ce qui lui reste. C'est le dernier feu intérieur qui la tient debout. Si elle lâche sa colère, elle s'effondre. Mais elle voit dans les yeux du frère une pitié sincère, une humanité qui manquait cruellement depuis des mois. Elle tombe à genoux. Elle pleure, ce ne sont pas les larmes de la peur, ce sont les larmes de l'adieu. Elle pleure sur sa jeunesse, sur ses batailles inachevées, sur ce corps qu'elle a gardé pur et qui va être noirci et réduit en cendres. Elle se confesse. Elle parle vite, mélangeant les prières et les souvenirs, demandant pardon pour avoir été orgueilleuse, pour avoir aimé la guerre, pour avoir porté de beaux habits. Elle cherche des péchés là où il n'y a que du courage. Quand elle a fini, l'advenu lui donne l'absolution. Il fait le signe de croix sur son front rasé. Elle sent la fraîcheur de sa main. C'est le dernier contact humain bienveillant qu'elle recevra. L'évêque Cochon va venir, dit l'advenu en se relevant. Il doit te lire la sentence finale. Quand? Demain matin, à l'aube. L'aube, c'est la dernière nuit. Le prêtre sort. La porte se referme. La nuit tombe. Mais ce n'est pas une nuit noire. Le ciel, par la lucarne, a une teinte étrange, orangée, comme si la ville elle-même reflétait déjà les flammes à venir. Jeanne ne dort pas. Elle ne s'assoit pas. Elle reste debout, adossée au mur froid. Elle compte les pierres. Elle compte les heures. Elle entend des coups de marteau. Astérisque clang. Clang, clang, astérisque. Au loin, place du vieux marché. On construit. On plante le poteau. On entasse le bois. Elle sait que chaque coup de marteau est pour elle. Elle imagine la hauteur de l'estrade. On dit qu'ils la veulent haute, très haute, pour que tout le monde voie, pour que le bourreau ne puisse pas l'étrangler discrètement avant que les flammes ne l'atteignent, comme c'est l'usage pour abréger les souffrances. Non, les Anglais veulent qu'elle sente tout. Ils veulent voir la sorcière se tordre. Une terreur absolue la saisit. Elle mord sa propre main pour ne pas hurler. Le goût du sang salé la ramène à la réalité. Saint-Michel. Sainte Catherine, si vous êtes là, c'est maintenant. Enlevez-moi, faites tomber les murs, envoyez les anges. Rien, juste le silence de la pierre et le astérisque clang astérisque régulier, obsédant, du marteau dans la nuit. L'aube arrive sans prévenir. Pas de soleil glorieux, juste un grisissement de l'air, une lumière sale qui révèle la poussière en suspension. La porte s'ouvre. Cette fois, ils sont nombreux. Cochon est là. Il porte ses habits de cérémonie. Il est solennel, mais il y a dans ses yeux une fatigue, ou peut-être une trace d'inquiétude. Il a gagné, mais il sent que cette victoire a un goût de cendre. Jeanne le regarde entrer. Elle ne se jette pas à ses pieds. Elle ne l'insulte pas. Elle le regarde avec une lucidité terrifiante. « Évêque, dit-elle d'une voix calme, je meurs par vous. » Cochon tressaille. L'accusation est directe, sans appel. Il tente de se redresser, de draper sa responsabilité dans le droit canon. Jeanne, prends tout en patience. Tu meurs parce que tu n'as pas tenu tes promesses et que tu es retourné à tes maléfices. Je vous appelle devant Dieu, répond-elle. C'est une assignation. Elle ne fait pas appel au pape, ni au roi. Elle convoque son juge devant le juge suprême. Les gardes s'approchent. Ils ne sont pas brutaux cette fois. Ils sont pressés. On lui passe une longue robe de toile brute, une chemise soufrée, conçue pour brûler vite et fort. On lui met un bonnet sur la tête, une mitre de papier où sont inscrits les mots de son crime. Astérisque hérétique, relapse, apostate, idolâtre astérisque. Elle se laisse faire. Elle est une poupée qu'on habille pour la fête finale. On la sort de la tour. La cour du château est pleine de soldats. 800 hommes d'armes, une escorte royale pour une paysanne. Ils craignent un soulèvement? Non, le peuple est là, massé aux grilles, muet de stupeur. On la hisse dans la charrette. C'est la même que celle qui portait le bois l'autre jour. Elle s'assoit sur le plancher rugueux. Frère l'advenu monte à côté d'elle, tenant un crucifix de bois. La charrette s'ébranle. Les roues grincent. Le trajet est court, mais il dure une éternité. Les rues de Rouen sont noires de monde. Il n'y a pas de cris, pas d'insultes, juste un murmure immense, une respiration collective retenue. Les gens se signent sur son passage. Ils voient cette fille minuscule, le crâne rasé, le visage baigné de larmes silencieuses, et ils ne voient pas le monstre que l'Église leur a décrit. Ils voient une enfant qu'on va casser. Jeanne regarde les visages. Elle cherche encore, un regard connu, un signe. Elle voit des femmes qui pleurent. Elle voit des hommes qui détournent la tête. La charrette débouche sur la place du vieux marché. L'échafaud est là. Il est immense, c'est une montagne de plâtre et de bois. Le poteau se dresse au sommet, solitaire, terrifiant. Au pied, les fagots s'entassent, imbibés d'huile et de pois. Il y a une tribune pour les juges, une tribune pour les invités de marque. Le cardinal de Winchester est là, en pourpre, représentant le roi d'Angleterre. Tout le pouvoir temporel et spirituel est réuni pour écraser une seule volonté. On la fait descendre. Ses jambes tiennent à peine. Un prêtre commence un sermon. Encore des mots, toujours des mots. Jeanne, va en paix, l'Église ne peut plus te défendre. Elle n'écoute pas, elle regarde le ciel. Il est gris, bas, pas de trouée bleue. Elle tombe à genoux dans la poussière.
Elle demande pardon, à tous, aux Anglais, aux Français, à ses juges. Elle prie pour son roi, ce Charles qui ne viendra pas. Que nul ne lui fasse tort de ma mort, crie-t-elle d'une voix qui porte jusqu'au fond de la place. Ce que j'ai fait, je l'ai fait seule. Elle protège la couronne jusqu'à la dernière seconde. Elle blanchit le roi qui la laisse noircir. Les soldats s'impatientent. Allons, prêtre, voulez-vous nous faire dîner ici? Le bourreau s'approche. Il la saisit par le bras. Il ne la brutalise pas. Il la guide vers l'échelle. Elle monte. Une marche, deux marches. Le monde s'éloigne. Les visages deviennent des taches floues. Elle monte vers le poteau. Le bourreau l'enchaîne. Le fer froid contre sa peau chaude. Il serre fort. Il murmure quelque chose qu'elle n'entend pas, peut-être une excuse. Il redescend vite. Il sait ce qui va se passer. Jeanne est seule là-haut. Au-dessus de la ville, au-dessus des hommes, elle voit les toits de Rouen. Elle voit la campagne au loin, verte, indifférente. En bas, une torche s'allume. Elle entend le crépitement avant de sentir la chaleur. Le feu prend dans les fagots du bas. La fumée commence à monter, épaisse, âcre. Elle lui pique les yeux. De l'eau bénite, crie-t-elle. Une croix, un soldat anglais, pris de pitié ou de remords, casse deux bouts de bois et les lie avec une ficelle pour former une croix grossière. Il monte sur la pointe des pieds et lui tend au bout d'une lance. Elle la saisit. Elle la serre contre sa poitrine, sous sa chemise soufrée. C'est sa seule arme. La fumée l'enveloppe. La chaleur monte. C'est une vague physique, insupportable. Elle sent l'air devenir brûlant. Elle tousse. Jésus. Elle crie le nom. C'est le seul mot qui reste. Les flammes lèchent le bas de sa robe. La douleur arrive, fulgurante, absolue. Elle n'est plus une idée. Elle est une mâchoire qui se referme. Jeanne lève la tête vers le ciel gris. Elle cherche ses voix. Elle cherche Michel. Et à travers le rideau de feu qui commence à lui voiler la vue, elle comprend enfin. La délivrance par grande victoire. Ce n'était pas Orléans, ce n'était pas Paris, ce n'était pas une armée. La victoire, c'est de ne pas avoir cédé. La victoire, c'est de partir libre dans le feu. La délivrance, c'est maintenant. Elle ferme les yeux alors que le brasier rugit, couvrant les clameurs de la foule. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'attente. La porte du monde se referme violemment, et Jeanne d'Arc entre seule dans le grand silence incandescent. Le dernier craquement s'éteint. La place du Vieux Marché est une gorge qui vient de hurler et qui reprend péniblement son souffle. Il n'y a pas de miracle. Les nuages ne se sont pas ouverts pour laisser passer une légion d'anges. Il n'y a pas eu de colombe s'échappant des flammes, seulement une fumée grasse, épaisse et noire qui s'est dispersée vers la Seine, laissant une odeur de viande brûlée et de soufre qui s'accroche aux vêtements de la foule. Le bourreau, Geoffroy Terrage, fait son office. Il a reçu des ordres précis. Les Anglais sont méfiants. Ils craignent les reliques, ils craignent les rumeurs de fuite ou de substitution. Alors, il doit accomplir l'acte le plus vil. Avec de grandes perches ferrées, il écarte les fagots ardents. Il ouvre le ventre du brasier pour exposer ce qui reste. Le corps est là. Ce n'est plus la pucelle. Ce n'est plus la guerrière. C'est une forme recroquevillée, calcinée, noircie, mais encore reconnaissable comme étant celle d'une femme. C'est une vérification administrative. Le cardinal de Winchester s'approche, couvre son nez d'un mouchoir de dentelle, jette un coup d'œil et hoche la tête. La sorcière est morte. La femme est détruite. On peut en finir. Geoffroy remet le feu. Il rajoute de l'huile. Il faut que tout disparaisse. Il faut que l'os devienne poudre. Il travaille avec des gestes mécaniques, le regard vide, fixant les braises sans les voir. Il sent le poids des regards sur son dos, mais personne ne parle. La foule se disperse lentement, non pas avec le soulagement de la justice rendue, mais avec la lourdeur d'un mauvais repas qui pèse sur l'estomac. Ils rentrent chez eux, tête basse, rasant les murs. Ils ont vu, et maintenant, ils voudraient ne pas avoir vu. Quelques heures plus tard, il ne reste rien. Un tas de cendres grisâtres au pied du poteau noirci. Les ordres sont formels, rien ne doit subsister. Pas une phalange, pas un éclat d'os que les fidèles pourraient vénérer. Le bourreau et ses aides raclent les pavés. Ils mettent tout dans un grand sac de toile grossière. La poussière de Jeanne, mêlée à la cendre du bois. Ils marchent vers le pont Mathilde. Le ciel est bas, couleur d'ardoise. La Seine coule, indifférente, boueuse, gonflée par les pluies de printemps. Geoffroy soulève le sac. Il est léger. Une vie de 19 ans, une épopée qui a couronné un roi et levé des sièges, tient maintenant dans ce petit volume de poussière tiède. Il renverse le sac par-dessus le parapet. Le vent saisit une partie de la cendre, la disperse en un nuage gris qui flotte un instant avant de se dissoudre. Le reste tombe dans l'eau avec un bruit mat. Le courant l'emporte. En quelques secondes, la surface de l'eau se referme. Il n'y a plus de traces. Jeanne d'Arc a été effacée du monde physique. Geoffroy rentre chez lui. Il ne va pas à la taverne. Il ne va pas chercher sa solde tout de suite. Il va au couvent des Dominicains. Il cherche frère l'advenu. Quand il le trouve, l'homme fort, l'homme qui tue pour vivre, s'effondre. Il ne pleure pas comme un enfant, il tremble comme un vieillard. Je crains d'être damné, murmure-t-il, regardant ses mains encore tachées de suie. J'ai brûlé une sainte. Le prêtre ne répond pas. Il n'a pas de consolation à offrir. Il n'y a pas d'absolution pour ce genre de silence. Il reste là, deux hommes vivants dans une pièce sombre.
écrasés par l'absence de celle qu'ils ont accompagnée jusqu'au bout sans pouvoir la sauver. Au château de Rouen, la vie reprend. Le comte de Warwick écrit des lettres. Il annonce la bonne nouvelle à Londres. La menace est écartée, l'ordre est rétabli. Il boit du vin clairet, mange de la viande rôtie. L'appétit revient. On rit un peu, nerveusement, dans les couloirs. On se félicite de la bonne tenue du procès. Cochon est déjà reparti, fuyant les lieux de sa victoire, pressé de toucher le salaire de son iniquité. Et au sud, à Chinon ou à Sully, le roi Charles VII continue de régner. On ne sait pas s'il a reçu la nouvelle ce jour-là ou le lendemain. Peut-être joue-t-il aux échecs, peut-être essaye-t-il un nouveau pourpoint de velours. Il est le roi, il est sacré, l'huile de Reims a fait de lui loin du Seigneur. Il ne parle pas d'elle. Son nom est devenu gênant, une dette qu'on préfère oublier. Il a pris le royaume qu'elle lui a donné, et il a laissé la donatrice payer l'addition seule. Il n'y a pas de remords visible sur le visage du roi. Juste le masque lisse du pouvoir qui a survécu. Il vit, il respire, il mange. Mais il y a une ombre dans le coin de la salle du trône, une ombre qui ne partira jamais, celle d'une petite paysanne en armure qui attendait un geste qui n'est jamais venu. Le soir tombe sur Rouen. La place du vieux marché est déserte. Le vent balaie les dernières poussières. L'odeur de brûlé s'est estompée, remplacée par l'odeur habituelle de la ville, un mélange de vases et d'ordures. Tout est fini. L'hérésie est consumée, l'ordre politique est sauf. Les minutes du procès sont rangées dans des coffres, scellés à la cire rouge. L'histoire est écrite par les vainqueurs, pense-t-on. Mais dans le silence de la nuit normande, quelque chose persiste. Ce n'est pas une présence fantomatique. C'est un manque, c'est un trou dans le tissu du monde. Les gens dorment mal, les juges se retournent dans leur lit. Le bourreau regarde le plafond. Ils sont tous vivants, mais ils sont tous moindres. Ils ont éteint une lumière pour préserver leur obscurité, et maintenant, ils doivent vivre dans ce noir qu'ils ont eux-mêmes choisi. La Seine continue de couler vers la mer, emportant le secret de celle qui fut reine des Lys pendant une saison, et sur la pierre froide du pont, il ne reste personne pour pleurer, seulement le vide immense laissé par une conscience qu'on a tuée sans parvenir à la faire taire.